Scandale diplomatique inventé, faux communiqué en Gambie, le nom d'Issa Chiroma jeté dans la tempête. Puis soudain, un document surgit. Officiel en apparence. Solennel dans le ton. Daté, tamponné, prêt à enflammer les réseaux sociaux comme du carburant versé sur une braise déjà chaude. En quelques heures, la rumeur traverse les frontières plus vite qu'un avion sans plan de vol. On parle d'un communiqué venu de Gambie. On évoque une décision diplomatique. On cite un nom bien connu de la scène politique camerounaise, Issa Chiroma Bakary. Et là, le pays retient son souffle. Est-ce une crise diplomatique? Un incident discret entre États? Une manœuvre cachée dans les coulisses du pouvoir? Les spéculations explosent. Les groupes WhatsApp chauffent. Les experts autoproclamés sortent de leur sommeil numérique. Chacun a son analyse. Chacun a sa version. Chacun a sa source sûre. Mais coup de théâtre. Le 18 février 2026, le ministère de l'Information, des Médias et de la Radiodiffusion de la République de Gambie sort du silence et frappe fort. Le document est faux. Totalement faux. Il n'émane pas du gouvernement gambien. Alors là, mes chers abonnés, le drame change de camp. Ce n'est plus une affaire diplomatique. C'est une affaire de manipulation. Et comme on dit chez nous, quand le serpent traverse la route en plein jour, ce n'est jamais par hasard. Qui a fabriqué ce document? Pourquoi associer le nom d'Issa Chiroma à une décision fictive d'un État étranger? Qui gagne dans cette confusion savamment installée? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où le papier peut mentir, où les logos peuvent tromper, et où l'opinion publique devient le champ de bataille silencieux des stratégies modernes. Chaque détail compte. Chaque mot a été choisi. Chaque timing est calculé. Ce n'est pas une simple rumeur de quartier. C'est un épisode révélateur d'une ère où la désinformation s'habille en costume officiel. Mais avant d'entrer dans le cœur de cette tempête numérique, prenez un instant. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Activez la cloche de notification pour ne jamais rater les vérités qui dérangent. Ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède. On vous la présente analysée, décortiquée, épicée à la sauce camerounaise, mais toujours avec rigueur et sérieux. Restez bien avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dépasse le simple faux document. C'est le miroir d'une époque. Partie 1, le document qui a mis le feu au réseau. Mes chers abonnés de Kame News, au Cameroun, quand un document officiel sort sur les réseaux sociaux, les téléphones chauffent plus que marmite de haricots un lundi matin. Tout commence tranquillement. Un PDF apparaît. Titre solennel, déclaration finale. Date précise, 16 février 2026. En-tête institutionnelle. Formulation administrative bien propre. Le genre de document qui donne l'impression qu'il a été tapé dans un bureau climatisé avec drapeau derrière. Et en quelques heures, boum. Le document circule partout, dans les groupes WhatsApp politiques, dans les statuts Facebook militants, dans les forums de la diaspora, même dans les groupes familiaux où on partage normalement les photos de baptême. Chacun transfère avec le message classique, information très grave. Source sûre. À lire absolument. Et personne ne prend le temps de respirer. 1. L'apparence du sérieux. Ce faux document avait tout pour séduire. Le ton était administratif. Le vocabulaire diplomatique. La structure formelle. La date bien positionnée. Le style qui ressemble aux communiqués gouvernementaux. Franchement, si tu vois ça rapidement sur ton téléphone, tu peux facilement croire que c'est authentique. Et c'est là que réside le génie ou la ruse de ce type de manipulation. On ne fabrique plus un mensonge grossier. Non. On fabrique une illusion crédible. On sait que les gens ne lisent pas toujours en détail. Ils regardent la forme. Ils scannent le titre. Ils réagissent à l'émotion. Et ici, l'émotion était forte. Parce que le texte suggérait qu'une décision importante aurait été prise concernant Issa Chiroma Bakary, avec une implication directe des autorités gambiennes. Donc immédiatement, le cerveau collectif s'emballe. Quoi? Pourquoi? Depuis quand? Il s'est passé quoi en coulisses? Même sans preuve, le simple fait que la situation semble plausible suffit à déclencher la tempête. 2. La propagation est claire. Ce qui est fascinant et inquiétant dans cette affaire, c'est la vitesse.
En moins de temps qu'il ne faut pour griller un poisson braisé, le document était partout. Les commentaires pleuvaient, on vous l'avait dit. Ça devient sérieux. Le pays est en mouvement. Certains analysaient déjà les conséquences diplomatiques. D'autres imaginaient des scénarios secrets. Certains affirmaient avoir des informations complémentaires. Le faux document n'était plus seulement un fichier. Il était devenu un sujet national. Et c'est là que la mécanique sociale se met en marche. Quand beaucoup de personnes partagent la même information, on a tendance à croire qu'elle est vraie. On se dit, ce n'est pas possible que tout le monde partage quelque chose de faux. Eh bien si. C'est possible. 3. Le démenti qui arrive après la tempête. 2 jours plus tard, le 18 février 2026, le ministère de l'Information, des Médias et de la Radiodiffusion de la République de Gambie publie un communiqué officiel. Message clair, sans détour. Le document est faux. Il est trompeur. Il n'émane pas du ministère. Aucune autorisation n'a été donnée. Autrement dit, quelqu'un a fabriqué ça. Mais mes chers abonnés, soyons honnêtes. Le démenti, même officiel, circule rarement aussi vite que le scandale initial. Certains ont vu le faux document. Mais combien ont vu le démenti? C'est toujours le même problème, le mensonge court en moto. La vérité marche à pied. 4. Une confusion soigneusement installée. Ce qui rend cette affaire intéressante, c'est la précision. Le document n'était pas flou. Il était daté. Il avait un titre. Il semblait structuré. Ce n'était pas un simple message vocal mal enregistré. C'était un texte réfléchi. Et cela suggère une préparation. Quelqu'un a pris le temps de rédiger, de formater, de choisir les mots, de calculer l'impact. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur spontanée. C'est une construction. Et quand une construction est faite avec soin, cela signifie qu'elle vise un objectif. L'effet immédiat sur l'opinion. Dans l'espace public, la réaction a été instantanée. Certains ont crié au scandale. D'autres ont parlé de crise diplomatique. Certains ont accusé sans attendre confirmation. Et pendant ce temps, la confusion s'installait. Parce que dans un climat politique déjà sensible, une information de ce type agit comme une étincelle dans une savane sèche. Elle ne crée pas forcément l'incendie. Mais elle peut l'alimenter. Et c'est là que cette première phase de l'affaire devient cruciale. Avant même qu'on sache si c'était vrai ou faux, l'opinion avait déjà commencé à construire des scénarios. C'est le pouvoir de l'information brute non vérifiée. 6. Une leçon sur notre consommation d'informations. Cette partie de l'affaire révèle quelque chose d'important sur nous tous. Nous vivons dans une époque où l'instantané domine. On lit en diagonale. On partage rapidement. On commente impulsivement. Mais on vérifie rarement. Et les stratèges de la désinformation le savent. Ils comptent sur la rapidité, l'émotion, la viralité. Pas sur la patience. Pas sur l'analyse. Pas sur la prudence. Transition vers la suite. Mes chers abonnés, posez-vous une question simple. Quand vous avez vu ce document pour la première fois, avez-vous pris le temps de chercher la source officielle? Ou avez-vous réagi immédiatement? Soyons honnêtes. Dans cette première phase, le faux document a réussi une chose, capter l'attention nationale. Mais maintenant que le démenti est clair, la question devient plus profonde. Qui a intérêt à provoquer ce type de confusion? Et surtout, est-ce un simple épisode isolé, ou le signe d'une nouvelle ère de manipulation politique numérique au Cameroun? Restez avec Kame News. Ici, on ne se contente pas de regarder le feu. On cherche aussi celui qui tient l'allumette. Partie 2, Issa Chiroma, une cible politique stratégique. Mes chers abonnés, au Cameroun, quand le nom d'un acteur politique apparaît dans une affaire internationale, ce n'est jamais pour vendre des beignets au marché. Non. C'est toujours stratégique. Et ici, le nom qui circule dans ce fameux faux document, c'est celui de Issa Chiroma Bakari. On peut aimer. On peut critiquer. On peut débattre. Mais une chose est sûre, ce n'est pas un figurant dans la scène politique camerounaise. C'est un homme qui a traversé les tempêtes, changé de position, occupé des fonctions sensibles, et surtout, qui sait parler. Et en politique camerounaise, savoir parler, c'est déjà une arme. Un profil qui ne laisse personne indifférent. Issa Chiroma,
c'est une figure qui provoque des réactions. Il ne laisse pas les gens neutres. Il y a ceux qui applaudissent. Il y a ceux qui critiquent. Il y a ceux qui observent en silence. Mais justement, c'est ce type de profil qui attire les stratégies de déstabilisation. Pourquoi? Parce que viser quelqu'un d'invisible ne sert à rien. Pour qu'une rumeur fonctionne, il faut une cible connue. Il faut un nom qui parle. Il faut un visage que l'opinion identifie immédiatement. Et quand ce nom apparaît dans un document présenté comme venant d'un gouvernement étranger, l'impact est multiplié. On ne parle plus d'un simple débat interne. On suggère une dimension internationale. Et ça, mes chers abonnés, ça frappe fort dans l'imaginaire collectif. 2. Pourquoi associer son nom à un État étranger? Là, il faut réfléchir calmement. Inventer un document local, c'est une chose. Mais inventer un document attribué à un ministère étranger, c'est un autre niveau. Cela crée une impression de gravité. Parce que lorsqu'un État est cité, on pense automatiquement à tension diplomatique, pression politique, incident discret, coulisses internationales. Même si c'est faux, le simple fait que l'histoire semble plausible suffit à alimenter les discussions. Et au Cameroun, on aime beaucoup discuter. Dans les snacks, dans les taxis, dans les salons, dans les groupes WhatsApp familiaux. Tu as vu ça? Ça devient gravo. Donc ça veut dire que... Et chacun ajoute son interprétation. C'est ainsi que la rumeur prend vie. 3. La stratégie du doute contrôlé. En politique moderne, on ne cherche pas toujours à détruire frontalement. Parfois, on cherche simplement à introduire un doute. Un petit doute bien placé peut être plus efficace qu'une grande accusation. Si on accuse directement, on peut être poursuivi. Mais si on laisse planer une information floue, ambiguë, officielle en apparence, le doute travaille tout seul. Et ce doute peut influencer la perception publique, les alliances politiques, les équilibres internes, les calculs stratégiques. Parce qu'en politique, l'image compte énormément. Même si l'information est démentie ensuite, certains garderont toujours une petite question dans la tête. Et si? Et c'est là que la manœuvre devient subtile. 4. Le timing n'est jamais innocent. Mes chers abonnés, dans les affaires politiques, le calendrier parle. On ne lance pas une rumeur n'importe quand. On choisit le moment où elle aura le plus d'effet. Un moment de tension. Un moment de repositionnement. Un moment où l'opinion est déjà attentive. Parce que l'attention publique est comme une lampe torche, elle éclaire fortement certains sujets, puis elle se déplace ailleurs. Si on lance une rumeur quand la lampe est braquée sur la politique, l'effet est maximal. Et dans ce contexte, associer un nom influent à une affaire diplomatique fictive peut être une manière de tester la réaction, observer les soutiens, mesurer les oppositions, créer un climat d'incertitude. Ce n'est pas forcément une attaque directe. Ça peut être une opération de sondage informel de l'opinion. On lance le ballon, on regarde comment le public réagit. 5. L'homme est le symbole. Il faut aussi comprendre une chose, parfois, ce n'est pas seulement la personne qui est visée. C'est ce qu'elle représente. Un ancien ministre. Un acteur politique expérimenté. Une figure connue de la communication publique. Associer son nom à un faux communiqué, c'est aussi envoyer un message symbolique. C'est dire, personne n'est intouchable. Tout le monde peut être exposé. L'image peut être manipulée. Et ça crée un climat général de méfiance. Parce que si un nom connu peut être impliqué dans un faux document international, alors qui sera le prochain? 6. Entre perception et réalité. Le ministère gambien a démenti clairement. Le document est faux. Point. Mais la question stratégique demeure. Pourquoi ce nom précis? Pourquoi pas un autre acteur politique? Pourquoi pas un autre contexte? Ce choix montre qu'il ne s'agit pas d'un hasard total. En matière de manipulation, le choix de la cible est toujours calculé. On choisit quelqu'un qui fera réagir. On choisit quelqu'un qui a une histoire politique. On choisit quelqu'un dont le nom déclenche immédiatement une discussion. Et là-dessus, la mécanique médiatique fait le reste. 7. Une leçon sur la fragilité de l'image publique. Cette affaire nous rappelle une vérité simple, à l'ère numérique, l'image d'un acteur politique est fragile. Elle peut être renforcée par des actions positives. Mais elle peut aussi être fragilisée par un simple PDF bien fabriqué.
Et même si la vérité finit par s'imposer, le mal peut déjà avoir circulé. C'est pourquoi la vigilance devient essentielle. Pour les acteurs politiques. Pour les médias. Et pour les citoyens. Transition de fin de partie. Mes chers abonnés, dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette affaire soit une tentative ciblée de déstabilisation? Ou simplement un coup de buzz mal intentionné? Et surtout, selon vous, dans le Cameroun politique d'aujourd'hui, qui a intérêt à créer ce type de confusion? Sur Camé News, on ne s'arrête pas aux apparences. On analyse les stratégies, on observe les signaux faibles, et on garde l'œil ouvert. Parce que chez nous, même, la politique ne dort jamais. Partie 3, la stratégie de la désinformation moderne. Mes chers abonnés de Camé News, ici on ne parle pas seulement d'un faux document. On parle d'un système. On parle d'une méthode. On parle d'une industrie invisible qui travaille jour et nuit pendant que vous dormez tranquillement sous votre moustiquaire. Parce qu'aujourd'hui, la désinformation n'est plus artisanale. Elle est stratégique. Elle est calculée. Elle est presque scientifique. Avant, pour salir quelqu'un, il fallait organiser une réunion au quartier, convoquer les notables, faire circuler une lettre anonyme écrite à la main. Ça prenait du temps. Ça demandait de l'énergie. Aujourd'hui, un ordinateur. Un logiciel de traitement de texte. Un logo copié-collé. Un cachet scanné. Et voilà, communiqué officiel. Même la mise en page peut tromper un expert distrait. L'illusion du sérieux, quand la forme manipule le fond. Le génie de la désinformation moderne, ce n'est pas le mensonge lui-même. C'est l'emballage. On soigne la typographie. On imite le ton administratif. On ajoute une date précise. On utilise un vocabulaire diplomatique. Résultat, le cerveau humain se dit automatiquement, ça ressemble à un document officiel. Et c'est là que le piège fonctionne. Parce que nous sommes conditionnés à croire ce qui a l'air sérieux. Si quelqu'un écrit sur Facebook, on m'a dit que, on doute. Mais si un PDF sort avec en-tête institutionnelle et signature scannée, même flou, beaucoup avalent ça sans mâcher. C'est comme servir du poisson avarié dans une belle assiette en porcelaine. L'apparence rassure. Le contenu intoxique. 2. La vitesse, l'arme principale du mensonge. Dans cette affaire, le faux document a circulé à une vitesse impressionnante. Et c'est là que se trouve la force de la désinformation moderne, la rapidité. La vérité prend le temps de vérifier. Le mensonge, lui, court en sandales. Avant même que les autorités puissent démentir, le document a déjà fait le tour. Des groupes WhatsApp politiques. Des pages militantes. Des forums de diaspora. Des comptes anonymes spécialisés dans les révélations exclusives. Et chacun ajoute son commentaire dramatique, voilà ce qu'on vous cachait. Les choses deviennent graves. Le régime est en panique. Ou encore, on vous avait prévenu. Et boum. L'émotion prend le dessus sur la raison. Parce que sur les réseaux sociaux, on partage d'abord. On réfléchit après. Parfois même, on ne réfléchit jamais. 3. La psychologie derrière la manipulation. La désinformation moderne ne vise pas seulement à mentir. Elle vise à provoquer une émotion. La peur. La colère. La surprise. L'indignation. Dans le cas de cette affaire, le nom d'un acteur politique connu associé à une décision supposée d'un État étranger, ça crée immédiatement un choc. Et le choc, c'est ce qui fait cliquer. Les stratèges de la manipulation savent une chose. Une information neutre ne se partage pas. Une information choquante, oui. Donc on fabrique quelque chose de suffisamment crédible pour sembler vrai, et suffisamment explosif pour provoquer une réaction. C'est une technique vieille comme le monde, mais adaptée aux réseaux sociaux. On appuie là où ça fait mal. On joue sur les tensions existantes. On exploite les divisions. Et pendant que le public débat avec passion, celui qui a lancé la rumeur observe en silence. 4. La désinformation comme arme politique douce. Attention, on ne dit pas ici qui est derrière. On analyse le mécanisme. Dans beaucoup de contextes politiques modernes, la désinformation est devenue une arme douce. Pas de confrontation directe. Pas de déclaration officielle. Pas d'attaque frontale. On lance juste un doute. Et le doute fait le travail tout seul.
Parce qu'en politique, la réputation est une monnaie. Si on la fragilise, même légèrement, l'effet peut être durable. Même après le démenti, certains diront, oui mais il n'y a pas de fumée sans feu, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Vous voyez le problème? Le mensonge est démenti. Mais le soupçon reste. C'est ça la puissance de la désinformation moderne. 5. L'ère du citoyen relayeur. Autre élément important, aujourd'hui, tout le monde est devenu relais d'information. Avant, il y avait les journalistes, les rédactions, les correspondants. Maintenant, chaque utilisateur de smartphone est un média ambulant. Un simple partage peut toucher des centaines de personnes. Une capture d'écran peut devenir virale. Un commentaire peut amplifier une rumeur. Sans le vouloir, des citoyens ordinaires deviennent les diffuseurs d'une manipulation. Et souvent, c'est fait de bonne foi. On partage parce qu'on veut informer. On transfère parce que c'est important. On publie parce que les gens doivent savoir. Mais sans vérification, on peut devenir acteur involontaire d'un scénario écrit par d'autres. 6. La bataille entre vérité et viralité. Le vrai problème, mes chers abonnés, c'est que la vérité n'est pas toujours virale. Un démenti officiel, sobre, institutionnel, sans sensationnalisme, ça attire moins que le faux document spectaculaire. La vérité parle doucement. Le mensonge crie. Et sur les réseaux sociaux, celui qui crie le plus fort attire l'attention. C'est pourquoi cette affaire dépasse largement le nom cité dans le document. Elle révèle une bataille plus profonde, la bataille entre la vérification et la viralité. Entre la patience et la précipitation. Entre l'analyse et l'émotion. 7. Une leçon pour l'avenir. Cette situation doit servir d'alerte. Aujourd'hui, c'est un faux communiqué diplomatique. Demain, ce sera peut-être une fausse décision judiciaire. Après-demain, une fausse annonce électorale. Si la vigilance ne suit pas la technologie, la manipulation prendra toujours une longueur d'avance. Et c'est pourquoi, sur Kame News, on insiste toujours sur une chose, vérifier avant de relayer. Parce que dans un environnement saturé d'informations, la lucidité devient un acte citoyen. Transition finale de la partie. Mes chers abonnés, dites-nous en commentaire, avez-vous déjà partagé une information avant de vérifier sa source? Et après coup, avez-vous découvert que c'était faux? Soyons honnêtes. Ça arrive à tout le monde. Mais la vraie force d'un peuple, ce n'est pas seulement sa capacité à parler. C'est sa capacité à discerner. Et dans ce grand théâtre numérique où chacun joue son rôle, la question demeure. Sommes-nous spectateurs, ou devenons-nous parfois figurants dans le scénario d'un manipulateur invisible? Sur Kame News, on préfère être analyste que marionnette. Partie 4, les enjeux politiques et l'ombre des manipulations. Mes chers abonnés, ici on ne mange pas l'igname sans regarder s'il y a des fourmis dedans. Parce que cette affaire dépasse largement un simple faux document qui se promène sur Facebook comme un vendeur de beignets à la criée. Non. Ici, on parle d'enjeux politiques lourds. On parle de stratégie. On parle de guerre psychologique version 2026. Aujourd'hui, la politique ne se fait plus seulement au palais, dans les bureaux climatisés ou dans les réunions à huis clos. Elle se fait dans les groupes WhatsApp de quartier. Elle se fait sur les pages anonymes qui publient à 2 heures du matin. Elle se fait dans les captures d'écran trafiquées et les communiqués officiels, fabriqués avec un logiciel téléchargé gratuitement. Et quand un faux document sort, ce n'est jamais un accident. C'est toujours un calcul. 1. La politique est devenue une guerre d'images. Au Cameroun et même au-delà, l'image est devenue plus importante que les faits. On peut être innocent, mais si l'opinion doute, c'est déjà compliqué. On peut être irréprochable, mais si un faux document circule avec ton nom dessus, la suspicion s'installe. Et la suspicion, mes frères et sœurs, c'est comme le ndolé mal lavé, même si tu enlèves l'amertume après, le goût reste un peu dans la bouche. Dans le cas de Issa Chiroma Bakary, l'effet recherché n'est peut-être pas d'apporter une preuve. Non. L'effet recherché, c'est de semer le doute. On veut que les gens se posent des questions, pourquoi son nom? Pourquoi la Gambie? Pourquoi maintenant? Même si tout est faux, le simple fait que la rumeur existe suffit à créer une petite fissure dans l'opinion publique. Et en politique, une petite fissure peut devenir une grande faille. 2. La diplomatie instrumentalisée. Inventer un document attribué au ministère de l'Information, des médias et de la radiodiffusion de la République de Gambie, ce n'est pas banal.
Ce n'est pas un simple post anonyme. Ça veut dire que quelqu'un a voulu donner une dimension internationale à l'affaire. Pourquoi? Parce que quand un État étranger est impliqué, l'impact psychologique est plus fort. On ne parle plus de querelles locales. On parle de relations diplomatiques. On parle d'image à l'extérieur. On parle de crédibilité internationale. Même si c'est faux, l'effet est puissant. C'est comme si on disait dans le quartier que le chef traditionnel t'a convoqué. Même si ce n'est pas vrai, tout le monde va te regarder autrement. Ici, le faux document sous-entendait une décision souveraine d'un État. C'est grave. C'est stratégique. Ce n'est pas un simple bavardage. 3. La fabrication du chaos informationnel. Ce que cette affaire révèle surtout, c'est une chose, nous sommes entrés dans l'ère du chaos informationnel. Avant, pour publier un faux communiqué, il fallait imprimer, distribuer, convaincre. Aujourd'hui, il suffit d'un PDF bien mis en page et d'un réseau de relais numériques. En quelques heures, le document circule dans les groupes politiques, les forums de diaspora, les pages militantes, les comptes anonymes. Et chacun ajoute son commentaire, son interprétation, sa petite sauce personnelle. Résultat? La vérité est noyée dans un océan d'opinions. Le ministère gambien a réagi rapidement, ce qui montre une volonté de préserver sa crédibilité. Mais entre-temps, combien de personnes ont déjà vu le faux document sans voir le démenti? Voilà le vrai danger. 4. À qui profite le doute? En politique, il y a une règle simple, quand quelque chose se produit, demande-toi toujours à qui ça profite. Est-ce que cela profite à des adversaires? À des rivaux internes? À des acteurs qui veulent créer de la confusion? À ceux qui veulent tester la réaction de l'opinion? Parce que oui, parfois on lance une rumeur juste pour observer, qui va réagir? Qui va se défendre? Qui va garder le silence? Comment le public va réagir? C'est une méthode d'analyse psychologique de masse. On lance le ballon. On regarde comment le stade réagit. Et si personne ne dément, la rumeur devient vérité. Si on dément trop vite, certains diront que on se justifie trop. Si on garde le silence, on dira que c'est louche. C'est un piège stratégique. 5. La crédibilité des institutions en jeu. Ce type de manipulation ne vise pas seulement une personnalité politique. Il vise aussi les institutions. Car si les citoyens commencent à douter de la véracité des communiqués officiels, si chacun peut fabriquer un document crédible en apparence, alors la confiance publique s'effrite. Et sans confiance, aucune démocratie ne tient debout. C'est là que le danger devient collectif. On ne parle plus seulement de Chiroma. On parle de la stabilité informationnelle. On parle de la responsabilité des médias. On parle du rôle des citoyens. Parce que partager sans vérifier, c'est parfois participer sans le savoir à une stratégie de manipulation. 6. Le climat politique sous tension. Ne soyons pas naïfs. Nous sommes dans une période où chaque geste, chaque parole, chaque mouvement politique est scruté. Les alliances se font et se défont. Les positionnements évoluent. Les ambitions se dessinent. Dans un climat comme celui-là, la désinformation devient une arme douce mais redoutable. Pas besoin de confrontation directe. Pas besoin de déclaration officielle. Il suffit d'un faux document, et le doute travaille tout seul. C'est subtil. C'est silencieux. Mais c'est efficace. Transition pour la suite du reportage. Mes chers abonnés, la grande question reste suspendue comme un ciel de saison des pluies, qui tire les ficelles dans l'ombre? Est-ce un simple activiste en quête de buzz? Un stratège politique? Une manœuvre plus large pour tester le terrain? Dites-nous en commentaire, pensez-vous que ce genre de manipulation va se multiplier à l'approche des grandes échéances politiques? Et surtout, sommes-nous prêts, en tant que citoyens, à vérifier avant de partager? Parce qu'au Cameroun, on aime beaucoup commenter. Mais vérifier, ça demande un petit effort. Et sur Camenews, on préfère l'analyse au vacarme. Conclusion. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais elle finit toujours par arriver. Le gouvernement gambien a démenti. Le document est faux. Mais la question reste suspendue dans l'air politique comme une pluie qui menace. Qui a fabriqué ce document? Et dans quel but? Est-ce un simple coup de buzz? Ou un épisode d'une guerre d'influence plus large autour des figures politiques camerounaises?
Dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette affaire soit une manipulation politique ciblée? Qui aurait intérêt à salir ou déstabiliser Issa Chiroma? Si vous avez trouvé cette analyse utile, likez la vidéo, partagez-la, et surtout abonnez-vous à Kamé News, votre vigile politique, votre loupe stratégique, votre source numéro 1 pour comprendre les dessous du pouvoir camerounais. Ici, on analyse. On décortique. Et on ne se laisse pas distraire par les faux tam-tams.